titre de la conférence du collègue professeur Guirikata est intitulé « Presqu'automorphisme, une renaissance ». Le professeur a fait sa conférence. Est-ce qu'il a prononcé le mot renaissance dans toute sa conférence? Je crois que c'est non. C'est non, hein? Je ne l'ai pas fait. Bien. Le recteur m'a convoqué avant-hier dans son bureau pour lui demander tout simplement des commentaires, n'est-ce pas, sur le contenu de la conférence. C'est exact, hein? Bon, alors vraiment, moi j'ai mis un point d'interrogation sur le mot renaissance. Parce qu'à première vue, le mot renaissance n'est pas mathématique, c'est plutôt politique. Ouais. Enfin, je vais le temps. Ah, mais peut-être qu'il n'a pas fini. Bon, c'est silence. Bon, c'est ma première question, hein, à savoir qu'il y a le mot renaissance qui figure dans le libellé de la conférence, mais le professeur n'a pas parlé de renaissance. Bon, alors qu'il s'explique là-dessus. Presque raison. Si vous vous rappelez, j'ai commencé par faire l'historique du concept de presque automorphe. J'avais dit qu'il y avait Borner qui avait sorti le concept, Vitch, son étudiant, a donné sa thèse. Ensuite, il y a eu quelques travaux, Zaki, Zaidman, etc. Et je vous ai dit qu'à un moment donné, on n'en parlait plus. Les gens, presque pas. Il y avait quelques gens qui écrivaient. Moi, quand j'étais à Bangui ici, je continuais à écrire, mais il n'y avait pas beaucoup de gens. Jusqu'à ce que j'ai sorti mon premier livre en 2001. À partir de 2001, il y a eu une renaissance. Et sur ce point, je suis mathématicien, je maintiens le mot, en anglais on dit rebirth, c'est la renaissance. J'ai donné d'autres talks sur le même titre, rebirth, les États-Unis c'est pas politique. C'est la renaissance effectivement, à partir de ce livre-là, qui est le mien, je vous dis que la théorie, et au moment où je vous parle, en fait le concept a été généralisé dans plusieurs voies. Il y a les pseudo presque automorphes, il y a les presque automorphes au sens de Stepanov, il y a les CM presque automorphes, ça, mais vraiment, mais là, la théorie a explosé. Et là, je vous dis, ouais, voilà. Mais ça, c'est à partir de mon livre, j'en suis fier. La renaissance de cette théorie-là, c'est à partir de mon premier livre. C'est une renaissance. Les étudiants de L1MP, première année mathématiques physique, le cours que nous avons fait la semaine dernière, je parlais d'automorphisme. N'est-ce pas, Nagbata, l'étudiant? J'ai parlé d'automorphisme. Ne sont pas timides, oui ou non? On a même fait des exercices. Bon, alors, les étudiants, ils se demandent maintenant, quel est le rapport entre automorphisme au sens du professeur Guirikata et automorphisme, disons, au sein du professeur Singh. Nous avons défini un automorphisme de groupe, par exemple, comme un isomorphisme d'un groupe sur lui-même. Première définition, n'est-ce pas, Nagbata? Professeur, un automorphisme pour nous, c'est un endomorphisme bijectif, n'est-ce pas? Ma question est très simple. Je demande au professeur quel est le rapport entre automorphisme du professeur et automorphisme classique, disons. Il m'a semblé avoir donné cette question. Parce que quand je vous ai dit que Borger, lui qui a sorti le concept de presque automorphe, je pense avoir dit que
ça n'avait rien à voir avec les automorphismes qui étaient le concept de mathématiques. D'abord, ici, c'est presque automorphie, alors que l'autre dont vous parlez, c'est automorphisme. Il y a déjà une première différence. Et j'ai même dit pourquoi Faulkner a appelé ce concept-là, qui est un concept en fait qui n'est pas de l'algèbre dont vous parlez, c'est un concept plutôt de la topologie et de l'analyse. Il appelle ça presque des fonctions presque automorphes. Pas les isomorphismes, c'est des fonctions ici définies de R dans un espèce de Banach quelconque ou localement convexe ou non. Donc c'est moi-même, hein, ça dit que ça ressemble un peu. Vous n'êtes pas le premier, parce que dans beaucoup de conférences où je vais, les gens, pour une des questions, disent mais c'est automorphisme. Non, c'est presque automorphie. Ça n'a rien à voir, ça ressemble un peu, mais ça n'a rien à voir avec les automorphismes que vous avez si bien définis, M. le Conseil. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est même pas marqué. Le concept, c'est bon. Bon, troisième intervention. Cette fois, c'est assez sérieux. Le professeur a dit l'ensemble des fonctions presque automorphes contient l'ensemble des fonctions presque périodiques. C'est bien ça. Et que tous ces ensembles-là sont infinis. C'est bien ça. Je vous demande de situer cette infinité par rapport à Aleph 0 et à Aleph 1. Par rapport aux dénombrables et par rapport aux non dénombrables. L'histoire des infinis, vous avez parfaitement raison. Avant que je ne réponde à la question précise de l'espace de Banach, des fonctions presque périodiques, presque automorphes, je vais parler ici, seconde catégorie. Je vais rappeler Cantor. Cantor. Bon, il y a doute. Il est né en Russie. Quelle que soit sa nationalité, c'est un grand mathématicien. Siècle passé. On lui a dit, il apprend que Dieu est infini. Alors, il s'est dit, Dieu est infini. Donc, si je peux compter jusqu'à l'infini, je peux atteindre Dieu. Très bien. Donc, il a commencé par construire, faire la théorie axiomatique des nombres. Il a commencé par le zéro. Le zéro, en fait, comment elle a défini le zéro? Le zéro, c'est un axiome, c'est d'abord, il existe un ensemble vide. C'est un axiome qui a du sens. Par exemple, le nombre des Sud-Africains qui possèdent 5 oreilles, c'est un ensemble vide. Il n'y a pas un ensemble Sud-Africain qui a 5 oreilles. C'est un ensemble vide. Donc on peut imaginer, effectivement, c'est un axiome, mais ça a du sens. Et donc il a dit, bon, l'ensemble vide qui fait correspondre au 0. 0, donc c'est ça. Ensuite, à partir de là, il construit le nombre 1, qui est un ensemble qui a un élément. Donc le 0 qu'il a déjà, il a déjà un premier truc, il construit le second à partir de le nombre 1 à partir de. Donc, il a l'ensemble vide qui fait correspondre 0. Il a déjà ça, qui fait un ensemble qui contient ça, qui va être 1, il y a un élément. Ensuite, il y a les deux, il va prendre les deux, il va prendre 0 et 1, s'il vous plaît. Et vous avez 2, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et puis il s'est rendu compte que, comme mon collègue l'a dit, c'est le premier, donc infini qui est à l'aide 0, ensuite infini plus 1, infini plus 2, et puis jusqu'à infini plus infini, qui est le deuxième infini. Ensuite infini plus, il a plusieurs infinis qui sont infiniment plus grands que les premiers infinis, etc. Sans s'arrêter, il s'est dit, bon, il n'arrive pas à atteindre Dieu, il a dit, bon, la meilleure manière d'atteindre Dieu, c'est d'aller à l'église. Voilà l'histoire des infinis. Et tu as parfaitement raison, il y a plusieurs infinis. Non, ce que je dis ici, et je crois que je l'ai dit,
je parle des espaces de Banach dimension infinie, c'est-à-dire c'est au moins le premier infini. Au moins le premier infini. Donc cardinalité de n, au moins ça. Donc, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais bon, au moins le premier. Donc c'est ça qu'on appelle les ensembles de dimension infinie. Et j'ai bien dit ici que les fonctions presque automorphes qui ne sont pas presque périodiques sont un ensemble de seconde catégorie, c'est-à-dire c'est infiniment